Inconsciemment, je pense que les entreprises ne se rendent même pas compte que, tous ces sujets un peu de diminution d'émissions ou de retransformer sa chaîne de valeur qui est très linéaire finalement en économie circulaire, c'est un gain d'argent. Quand tu rencontres des entreprises, qu'est-ce qui bloque ? Il n'y a pas toujours une démarche volontaire des entreprises parce que parfois ça reste pas les sujets principaux des entreprises. Elles se sentent moins concernées. Il y a eu des discours aussi médiatiques qui ont fait qu'on considérait que la France n'était pas un des pays les plus émetteurs, les plus pollueurs. C'est quoi le risque finalement d'une entreprise aujourd'hui de ne pas commencer une réflexion, un bilan carbone Les lois arrivent et définissent des calendriers et comme il y a une sorte d'accélération, en fait les calendriers sont de plus en plus serrés. Si on attend en fait d'être aux portes de l'obligation, le temps de mettre tout ça en place, on sera déjà un peu en dehors des clous. Bienvenue sur Stratégie Climat. Stratégie Climat a pour objectif d'aider les entreprises à accélérer leur transition écologique. Alors pour ça, il y a plein de manières de le faire. La façon dont on a choisi de le faire, c'est de mettre en lumière les acteurs de la transition écologique. On va donc parler de trajectoire carbone, on va parler d'éco-conception, d'économie circulaire, de biodiversité. Et on va se rendre compte qu'il y a énormément de sujets parce que la transition écologique touche à peu près tout le monde et toutes les industries. Et donc aujourd'hui, pour parler de tout ça, j'ai la chance de recevoir Laure Lehello. Bonjour Laure. Bonjour Mickaël. Laure a été une des toutes premières à répondre à l'appel de Stratégie Climat. Merci pour ça et merci pour ton temps. Laure, pour commencer, on va parler de ton parcours et ce qui t'a amené à t'investir dans ce beau sujet. Ça a commencé très tôt, non, par les études ? Oui, tout à fait. Moi, je suis du coup ingénieure environnement. Donc, j'ai toujours abordé les sujets environnementaux de façon très large et puis très théorique. Donc, ça touchait beaucoup au sujet du travail des sols, des pollutions eau, air, des problématiques nucléaires qu'il y avait déjà à l'époque de mes études. Donc, c'est des sujets pour moi qui me tenaient beaucoup à cœur. Et avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, c'était très précoce dans notre école, tous ces sujets. Parce que quand je me suis retrouvée dans le milieu du travail, finalement, il y avait très peu de postes dans les entreprises sur ces sujets-là. Et je me suis du coup retrouvée à faire plutôt de la sécurité. Ce qui m'a beaucoup plu, puis j'ai beaucoup appris dans les entreprises, mais j'avais vraiment envie d'œuvrer pour tous ces sujets de transition écologique quand, comme tout le monde, à travers les médias, j'ai commencé à voir toutes les catastrophes que ça pouvait amener. Et en plus de ça, moi, je continuais à faire pas mal de conférences et à m'enseigner sur tous ces sujets. Puis je voyais bien que plus on avançait et plus dans les conférences aussi, les gens étaient un peu plus alarmistes sur ces sujets. Et qu'il y avait des visions à 2050, 2100 qui commençaient du coup à être, on va dire, pas pour être un peu plombante, mais un peu catastrophique pour le vivant. Donc suite à cette première période où tu te rends compte qu'en entreprise, finalement, tes compétences ne sont pas très demandées, à quel moment il y a un peu ce point de bascule où tu décides d'entreprendre et de créer ta propre entreprise ? Moi, il y a eu des sujets qui m'ont beaucoup parlé sur les empreintes carbone, où je trouvais que c'était un très bon indicateur pour les entreprises pour démarrer. Et ensuite, j'ai eu la chance de participer à des ateliers autour de l'économie circulaire. Et ça m'a vraiment parlé. J'ai vraiment vu le lien et l'importance que ça pouvait avoir pour des entreprises de démarrer sur ces sujets-là. Et du coup, j'ai commencé à me dire j'aimerais bien me former sur ces sujets. Donc, je me suis formée sur le bilan carbone. Et puis, je suis maintenant aujourd'hui dans une communauté Circulab qui me permet d'utiliser des outils pour implémenter de l'économie circulaire dans les business models des entreprises. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, au lieu de chercher un travail, pour pas commencer en fait, à moi-même entreprendre et à démarcher auprès des entreprises. Puis en fait, il y avait de la demande, surtout sur des sujets de bilan carbone. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à développer un réseau. Et spontanément, en fait, je me suis dit, pourquoi essayer de me lancer par moi-même ? C'était pas une volonté propre, mais finalement, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que le marché était en demande et que finalement, j'avais des capacités aussi à pouvoir amener des entreprises sur ces sujets-là. Et du coup, c'était quand les premiers bilans carbone ? C'était quelles années ?
Alors, ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que peut-être aussi comme certaines personnes, je pense que le Covid avait joué sur certains déclics. Donc, c'était 2021. 2021, donc c'est quand même assez récent. Et tu sens depuis 2021 une accélération sur les demandes bilan carbone? Tout à fait. Il y a une accélération qui est due aussi à des changements de réglementation. Donc aujourd'hui, c'est très dépendant des grosses entreprises à plus de 500 employés. Donc c'est des choses qu'on retrouve pas mal dans du coup les DPEF, les rapports on va dire développement durable qui sont faits par les grosses entreprises, mais qui sont de plus en plus poussés avec différents scopes qui sont utilisés dans ces bilans carbone, avec un scope 3 qui demande d'avoir aussi une connaissance de ces parties prenantes et de ce qu'elles émettent. Donc finalement, même en fait, les petites entreprises commencent à se retrouver à des demandes clients ou bientôt du coup avec les CSRD, dont on pourra peut-être aborder le sujet après, à elles-mêmes effectuer des bilans carbone ou des bilans carbone simplifiés aujourd'hui, ce qui est demandé. Donc il y a vraiment juste les émissions directes qui sont faites par sa boîte. Yes. Et donc, effectivement, il y a des termes un peu techniques. On parle de scope 3, on parle de CSRD. On pourra peut-être faire un petit zoom là-dessus. Donc 2021, premier bilan carbone, on voit une accélération. Et donc là, tu crées Spirel. Et donc Spirel, qu'est-ce que ça propose ? Je l'ai construite en me mettant à la place d'un dirigeant d'une boîte et de se dire comment en fait j'essaye d'amorcer sur tous ces sujets de transition écologique qui sont très très vastes en fait. Et les entreprises, elles fonctionnent avec des indicateurs. Et ce qui commençait à être beaucoup mis en avant, et je pense qu'on commençait à avoir des têtes d'affiche comme Jean-Marc Jancovici, qui du coup prônait cette idée que il fallait commencer à minimiser nos émissions carbone et que finalement ça allait impliquer aussi de changer de regard sur le vivant et nos activités. La donnée d'entrée le plus simple avec les entreprises, c'est de démarrer un bilan carbone ou de revoir avec elles des bilans carbone qui ont déjà été faits et derrière de retravailler du coup le plan d'action sur le biais de l'économie circulaire. Parce que ce qui est important sur l'économie circulaire, c'est qu'en fait, on travaille sur la totalité de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, on essaye d'avoir un impact à différents niveaux et que ce soit du coup sur les matériaux qu'on fait rentrer dans notre chaîne de valeur jusqu'au produit final. Et donc, on commence même à intégrer des sujets aussi pareil comme on aborde avec le bilan carbone, mais d'éco-conception, aussi d'écosystèmes industriels, donc d'intégration de coopération avec ses fournisseurs ou même ses compétiteurs, de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets, comment on les valorise, comment on essaye justement d'avoir une économie qui peut pérenniser dans le temps et finalement parfois même permet de faire des gains sur la totalité de la chaîne de valeur parce que finalement on arrive à trouver de la valeur à des choses que finalement avant on jetait. Donc par exemple je suis une entreprise de chaussures, donc je vais acheter du caoutchouc, du cuir, des lacets, tout ça ça rentre dans ma chaîne de valeur, dans mon entreprise, je les travaille, je produis des chaussures et je vais avoir des déchets. Donc du coup l'idée c'est à la fois d'optimiser ce qui vient de l'amont, donc de trouver les bons collaborateurs, les bons partenaires qui vont eux-mêmes produire de manière la plus durable possible et de réfléchir à la fin de vie de son produit et surtout d'optimiser toute la partie déchets. C'est bien ça l'économie circulaire. C'est une partie de ce que c'est, puisque quand même on travaille sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que même toute la partie, on va dire, transport, comment on va créer le produit, ce qu'on en fait, les matières qu'on va utiliser. Parce qu'il y a toute la matière un peu première qui est importante qu'on amène, mais après aussi tout comment la fabrication va être faite et la production. Donc il y a tout ce travail-là aussi à faire sur la partie production. Et ensuite, sur la partie déchets, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, avec la loi anti-gaspi, il commence à y avoir du coup la responsabilité aussi de l'entreprise qui met des produits sur le marché et qui doit maintenant aussi réfléchir à la fin de vie du produit, qu'est-ce qu'elle en fait, comment c'est récupéré, et que ça a aussi un impact de coût sur son produit final. Donc pas mal de notions déjà qui apparaissent. Pour revenir à Spirel, donc dans le cadre des missions que tu fais pour les entreprises, l'objectif c'est donc les accompagner sur un bilan carbone pour arriver à avoir une vision claire
de tout ce qu'on vient de se dire sur l'économie circulaire et de les aider sur les points de contact amont, aval et dans l'entreprise à modifier leur façon de produire, d'acheter, de vendre, de recycler. Oui, parce qu'en fait, il y a un parallèle à faire avec ce qu'on fait avec le bilan carbone et puis l'économie circulaire. Le bilan carbone, même si à la fin, ce qu'on recherche dans le bilan carbone, c'est le chiffre d'émissions finales, tout le travail qui est derrière, c'est une cartographie de ces flux et de ce que deviennent les produits, de comment ils sont transportés à travers la chaîne de valeur. Donc en fait, ça met en place au sein de l'entreprise vraiment une vision très globale de tous les flux entrants et sortants. Et finalement, en fait, quand on fait l'économie circulaire, c'est exactement ça qu'on cherche. On essaye de tracer tous nos flux qui vont rentrer et sortir pour pouvoir aller chercher et puis agir sur les endroits qui ont le plus d'impact. Donc après, bien sûr, ça peut être accompagné, mais là, faut vraiment travailler avec l'entreprise. C'est des choses qui commencent à être très spécifiques, puis on va retravailler sur des facteurs d'émissions même qui peuvent être spécifiques aux entreprises. Mais on peut aller plus loin en faisant des ACV, donc des analyses de cycle de vie. Et là, on va aller vraiment toucher beaucoup plus large que juste les émissions carbone, mais vraiment tous nos impacts qu'on peut avoir, que ce soit au niveau environnemental, mais sociaux aussi. Donc il y a plusieurs casquettes après qu'on peut commencer à introduire dès qu'on commence à toucher à tous ces sujets. Hyper intéressant. Et juste, donc, si on revient sur le bilan carbone, pour une entreprise qui en entend beaucoup parler, mais qui ne sait pas du tout ce que c'est, comment ça se passe ? On en fait une fois par an, 2 fois par an, une fois tous les 3 ans. Et après, combien de temps ça prend ? Quelles ressources en interne ça demande ? Voilà. Il y a des obligations tous les 4 ans, parce qu'en fait, finalement, faire des bilans carbone chaque année, ça apporte pas forcément grand-chose, puisque sur une année, c'est pas toujours possible d'avoir des actions où en un an, en fait, on va réduire du coup nos émissions d'équivalent CO2. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans le bilan carbone, c'est vraiment d'avoir une évolution sur plusieurs années, et ça permet aussi de se rendre compte parfois sur des actions qu'on pensait qui auraient le plus d'impact, finalement pas forcément. Donc ça nous permet aussi d'avoir une réelle compréhension de qu'est-ce qui émet et qu'est-ce qui émet pas, parce que typiquement quand on parle de déchets, on pense pas forcément aux émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les déchets dans le monde, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment aussi un sujet là-dessus dans les réductions de ce qu'on peut faire, et ça a un impact aussi sur nos émissions. J'ai vu ce chiffre-là sur les décharges à ciel ouvert qui étaient effectivement des sources de méthane et puis pas forcément de CO2, mais qui ont un équivalent sur le PRG, on va dire sur le pouvoir réchauffant qui est beaucoup plus important que le CO2. Tout à fait. Ok. Donc, une fois tous les 4 ans, c'est donc du réglementaire donc, pour les entreprises de plus de 500 personnes, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et du coup, donc l'entreprise fait appel à un consultant bilan carbone. Qu'est-ce qui se passe ces premières semaines, les premiers mois ? Du coup, au démarrage, ce qui est vraiment important, c'est de réunir les gens qui vont participer à ce bilan carbone, tous les gens qui vont pouvoir aider. Donc, on a souvent une personne à peu près de tous les départements qui sont présents. On va pouvoir aller chercher des données, puisque c'est la recherche des données pour compléter le bilan carbone qui va vraiment être très exhaustif et puis très important à faire. Donc on fait d'abord des premières réunions pour faire comprendre aux gens du coup pourquoi la démarche de l'entreprise. Il est aussi important que la direction soit engagée dans cette démarche et soit présente dans ces réunions, parce que justement, typiquement, quand on va auprès des employés puis qu'on commence à demander un certain nombre de données, il faut qu'elles se sentent libres de partager du coup ces données-là. Et on explique aussi dans quel cadre on fait ça. On essaie d'expliquer et faire de la sensibilisation auprès des employés de pourquoi cette démarche. On peut très bien aussi, tout au long du process de la recherche des données, qui peut, suivant les tailles d'entreprise, passer de 2 mois à parfois
3 à 4 mois pour récupérer vraiment et avoir quelque chose peut être long, j'imagine qu'il y a des données qui n'existent pas aussi. Voilà, donc ça, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est comme il faut répéter un peu les bilans carbone, et qu'on va dire que c'est un petit peu près normal, mais les entreprises ont quand même hâte de connaître un petit peu leur impact. Parfois, on n'a pas trop le temps de mettre en place des outils pour récolter des données. Donc, on fait un premier bilan carbone avec du coup des données existantes déjà dans l'entreprise. Des données existantes, et puis on peut faire des approximations en fait sur certaines données. D'accord. Et l'année suivante, en fait, on a mis des outils en place parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois il y a des choses qui ne sont pas en place et récolter des données prend énormément de temps. Du coup, on crée aussi ces outils-là pour essayer de réunir en fait l'entrée de données qui vont nourrir directement en fait l'outil bilan carbone. On peut aujourd'hui, un peu grâce à la technologie quand même, essayer de faire en sorte que les gens ne fassent pas 10 fois le même travail et en fait que sur un tableau de bord, on puisse retrouver la totalité des données qui ont été rentrées par chaque personne à travers son propre ordinateur. Donc finalement, le premier bilan carbone, c'est un bilan un peu test, un peu étalon, qui donne une photo même un peu imprécise, mais qui permet après, sur les bilans de carbone qui viennent après, on affine, on va mettre des outils en place et on va pouvoir mesurer la progression du bilan carbone tout au long des années. C'est tout à fait ça. Vraiment, le premier bilan carbone, c'est mettre le pied à l'étrier et la donnée qui en sort, comme j'ai dit, ne veut pas forcément dire grand-chose. On ne peut pas non plus forcément se comparer à ses concurrents parce qu'en fait, le périmètre qui est choisi, il est choisi par l'entreprise. Donc, on va aussi travailler ça avec l'entreprise. Est-ce qu'elle veut faire un périmètre global ? Est-ce qu'aujourd'hui, elle a plutôt des entités qu'elle veut travailler plus que d'autres ? Donc, derrière, en fait, il y a énormément de paramètres qui peuvent ne pas forcément être le même que ses concurrents. Donc, il faut s'assurer quand même, avant de se comparer directement, qu'on mesure bien les mêmes choses. Donc, le bilan carbone, à la base, le premier, c'est pour soi, c'est pour l'entreprise. Et ensuite, ça va être des comparaisons par rapport à certaines actions qu'on va mettre en place sur les années qui vont suivre. Et donc, si je le fais tous les 2 ans, après, on mesure la progression tous les 2 ans, de voir si on a bien travaillé et qu'on a bien diminué ces gaz à effet de serre. Exactement. Donc, légalement, il y a tous les 4 ans, parce que je pense qu'il n'y avait pas une volonté même de l'État d'avoir un suivi national de ce qui se passe sur le pays, parce qu'au final, à travers l'ADEME, il y a des obligations des entreprises de rentrer leurs données. Donc, ce qui permet d'amasser un certain nombre de données au niveau national. Et parce que, en fait, forcément, on sait tous que pour une entreprise, finalement, mettre en place des projets, c'est de l'argent. C'est aussi trouver les gens pour mener les projets à bien. Et que tout ça demande un petit peu de temps. Donc, je pense clairement que voilà, l'idée d'avoir toujours en fait, des mesures qui soient faites entre 3 et 4 ans, ça paraît cohérent quoi, pour vraiment voir en fait, un impact réel. Ok. Et donc, Spirel accompagne l'entreprise sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, une entreprise qui vient se présenter à toi, tu l'accompagnes sur les sujets déjà pédagogiques, j'imagine, pour expliquer un peu les bienfaits à la fois d'un bilan carbone et d'avoir une réflexion sur l'économie circulaire, jusqu'au suivi opérationnel du bilan carbone et de tous ces sujets-là. Tout à fait, ça peut se faire en plusieurs étapes. C'est au choix de l'entreprise. On peut très bien démarrer avec un premier bilan carbone et voir un peu si ça match, quoi. Soyez honnête, parfois aussi, on aime bien travailler avec les gens avec qui ça se passe bien et puis et qu'on ait les mêmes envies d'action et de transformation de l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important si on veut que les projets aboutissent. Et ensuite, de toute façon, dans le bilan carbone, il y a une partie de calcul, une partie de sensibilisation auprès des employés qui peut être sous différentes formes. Hein. Ça peut être vraiment des ateliers fresques du climat. Ça peut être aussi des ateliers autour de l'économie circulaire dans différents départements pour qu'eux-mêmes commencent à avoir une réflexion sur les choses qu'ils sont en train de produire. Ça peut être de l'affichage, ça peut être vraiment de la sensibilisation, ça serait très basique dans l'entreprise.
Et ensuite, du coup, il y a le plan d'action qui est défini, accepté, avec aussi des valeurs de coût aussi que les projets qui peuvent être mis en place vont coûter à l'entreprise. Et aussi, du coup, le réel impact que ça va avoir sur leur diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, c'est la base en fait du bilan carbone. Et à partir de ça, bien sûr, il peut y avoir du coup un accompagnement sur différentes actions. Et si du coup l'économie circulaire est aussi un sujet qui pourrait plaire à l'entreprise et elle y trouve une valeur. Et dans ces cas-là, l'accompagnement peut continuer. Du coup, j'enchaîne direct sur un sujet souvent qui questionne les entreprises. Une entreprise, c'est souvent fait pour faire de l'argent. Et du coup, on parle, en tout cas, la question, c'est le ROI de la transition écologique. Et je voulais savoir un peu ton avis, ton opinion sur le sujet. Moi, j'avoue, ça a toujours été un petit peu ça. Quand j'ai démarré dans des boîtes et que je parlais d'environnement, la première chose qu'on m'a appris à l'école, c'est va falloir que tu trouves de l'argent pour faire tes projets environnementaux, parce que de toute façon, on va pas t'accorder de budget. Donc l'idée, c'était toujours de trouver des moyens de faire des économies quelque part pour pouvoir réutiliser cet argent où on économisait et demander à ce que ça puisse être introduit sur des projets environnementaux. Et du coup, c'est toujours intéressant parce que finalement, inconsciemment, je pense que les entreprises ne se rendent même pas compte que, en fait, tous ces sujets un peu de diminution d'émissions ou de retransformer en fait sa chaîne de valeur qui est très linéaire finalement en économie circulaire, c'est un gain d'argent. C'est un gain d'argent parce que déjà, on peut faire des réductions très très faciles de consommation d'énergie et très rapidement. Et ça, vraiment, le bilan carbone est un très bon objet parce que finalement, on commence à se questionner sur les différents lieux de production et finalement, les gens qui sont et qu'on sensibilise et qui sont sur le terrain ont toujours de très bonnes idées. Donc en fait, finalement, la première chose à faire, c'est d'aller sur le terrain et puis de demander aux gens des choses qu'ils voient qui pourraient déjà être très facilement réduites. Et ça, que ce soit pour de l'énergie, pour des consommations d'eau ou des choses comme ça, mais y a vraiment, à travers la sensibilisation, des choses qui peuvent déjà émerger. Donc économie d'énergie, économie de matières premières. Donc du coup, il y a un investissement au départ, mais derrière, il y a quand même potentiellement des économies substantielles sur des sujets où on voit avec l'inflation, l'énergie, ça coûte de plus en plus cher. Donc ça peut avoir quand même un impact non négligeable. Ah oui, puis pareil, hein, quand on fait des propositions aussi de transformation au niveau de l'entreprise, on essaye de travailler aussi sur le retour d'investissement, sur le nombre d'années et tout. Parce que de toute façon, c'est plus souvent, comme tu as dit, une demande de l'entreprise. Et c'est aussi intéressant de savoir où est-ce qu'il faut placer l'argent aussi en premier. Et que l'idée, c'est pas non plus de transformer l'entreprise et au milieu de la couler, parce qu'en fait, finalement, elle a essayé de se transformer, mais elle n'a pas fait les investissements au bon endroit pour que ce ne soit pas non plus une perte pour elle. Donc, d'où, en fait, je trouve que vraiment le travail sur le bilan carbone associé avec l'économie circulaire fait sens pour une entreprise, puisque de toute façon, il y a une approche économique qu'il faut avoir. Et vraiment, voilà, moi, j'ai pu voir des entreprises qui ont démarré et qui ont vraiment pris le sujet d'économie circulaire à bras-le-corps et puis retransformer une partie de leur chaîne de valeur sur ces sujets-là. C'est du gain, comme tu as dit, sur voilà, réduire du coup les achats de matières. Puisqu'il faut être réaliste ces derniers temps, c'est un vrai sujet, puisque en fait, les prix flambent partout. Et puis, du coup, de réussir à valoriser ce qu'elle transforme. Et comme c'est des sujets qui sont faut dire de plus en plus à la page, c'est des sujets aussi qu'elles peuvent marketer. Et sur certains produits, en fait, finalement, il y a aussi des hausses sur le marché d'achat de leurs produits parce qu'elles peuvent prôner qu'elles ont des actions concrètes et que ça ne tourne pas autour du greenwashing. Voilà, c'est un peu le sujet. Des fois, c'est difficile de comment dire, le vrai du faux, de voir certaines marques. Est-ce qu'il y a vraiment un engagement sur l'économie circulaire ou est-ce que c'est un peu
de greenwashing. Ça peut être, je pense, le sujet d'une autre interview. Mais oui, sur la partie marketing, marque employeur, ça a aujourd'hui un impact important. Beaucoup de gens cherchent du sens, même si ça peut paraître un peu calvaudé comme terme, mais c'est le genre d'initiative qui concrétise en tout cas ce sens. Oui, puis après, tu as d'autres démarches, moi, auxquelles du coup, je ne suis pas formée ou je ne peux pas accompagner sur ces sujets-là, mais que je recommande aussi parfois quand je fais bilan carbone, comme les accompagnements Bicorp, ou même passer à travers un SBTI qui ne montre pas des actions concrètes, mais en tout cas, pareil, qui sont des outils qui permettent de se mettre en marche et puis de se fixer des objectifs. Et pareil, quand on est une entreprise, aujourd'hui, on fonctionne quand même avec des objectifs clés. Et il ne faut pas hésiter à parfois à multiplier un peu des actions. Et il y a beaucoup d'actions aujourd'hui où on a accès à des évaluations qui ne sont pas forcément payantes, mais qui permettent déjà aux entreprises de se mettre en avant, de regarder où elles en sont, de se comparer à certaines autres entreprises. Et je pense que tous ces outils qui sont mis à disposition et qu'on peut mettre en avant, ça permet aux entreprises d'être dans un cadre qui les rassure parce qu'elles voient d'autres entreprises le faire, elles voient que certaines entreprises font des choses concrètes et plus en fait elles commencent, et du coup c'est ce que je te disais aussi avec le principe d'économie circulaire, c'est d'intégrer de la coopération et même de travailler avec une certaine partie de sa concurrence. Parce que c'est un sujet qui est difficile, au démarrage coûte de l'argent. Donc en fait, il faut réussir à trouver ces partenaires avec qui on a envie de travailler. Et c'est le cas pour énormément de standards qu'on trouve aujourd'hui. La première chose à faire pour une entreprise, c'est de connaître ses parties prenantes et de savoir avec qui elle peut travailler sur ces sujets. Et du coup, j'imagine quand même que l'État, la France ou l'Europe à débloquer des budgets pour aider les entreprises à avancer sur ces sujets-là, l'ADEME en particulier. L'ADEME et surtout BPI France aussi. Et BPI France propose énormément d'accompagnements, dont une partie des subventions de l'État passe à travers la BPI. Donc il y a énormément d'accompagnements qui peut être fait aussi à travers la BPI et qui propose aussi un grand nombre d'entreprises qui peuvent accompagner les accompagner sur tous ces sujets et à moindre coût. Parce que même l'État aujourd'hui, je pense, a pris conscience en partie de l'ampleur en fait de ce que ça pouvait être pour les entreprises et aussi le coût des transformations. Il n'y a pas si longtemps que ça, ArcelorMittal en est une preuve. Ils ont des fours qui sont énormément émetteurs de gaz à effet de serre. C'est beaucoup d'énergie. Ouais. C'est beaucoup d'énergie, mais ça fait partie aujourd'hui des entreprises françaises qui sont aussi restées en partie sur le territoire français. Donc l'État a voulu aider à la transformation de leurs fours pour passer en partie, alors pas tous encore aujourd'hui parce que c'est vraiment des coûts faramineux pour ce type d'entreprise, mais à passer à de l'électrique et à vraiment aller concevoir en fait ces nouveaux fours pour que ce soit le mieux optimisé. Et si on revient sur l'ADEME et la BPI, donc ils offrent du conseil, ils offrent des aides financières, c'est sous quel format ? Alors, ça dépend. L'ADEME, c'est du coup un organisme, à la base, c'était un organisme gouvernemental, donc qui était vraiment fait sur de la récolte de données, puis vraiment de la sensibilisation. On peut trouver vraiment tout type d'informations sur tous ces sujets environnementaux. Donc c'est très utile pour les entreprises et surtout sur les personnes qui du coup s'occupent de tous ces sujets-là. Mais ils font maintenant aussi de l'accompagnement. Moi, je suis formée au bilan carbone, la marque Bilan Carbone, qui est portée par l'association ABC, qui a été construit avec l'ADEME. Donc, ils accompagnent aussi pour mettre en place des outils pour les entreprises qui sont accessibles. Ça, ce sont des outils qui sont aussi accessibles par les entreprises.
Et BPI, par contre, eux, c'est des financements et aussi de l'accompagnement. Pas directement, mais ils ont un pool d'entreprises, d'annuaires, de gens qui sont qualifiés parce que ils font des appels auprès de différentes entreprises avec des gens qui sélectionnent aussi sur leurs activités, leurs CV et tout. Et ça leur fait un pool d'entreprises auxquelles les entreprises peuvent avoir accès. Mais au lieu de payer le prix fort, en fait, il y a une subvention de l'État qui est intégrée et donc du coup, ça revient beaucoup moins cher. Il y a vraiment un accompagnement pour les PME auprès de BPI. Ok. Là, on s'adresse quand même plus à des petites entreprises qui auraient des difficultés du coup à accéder parce que du coup financièrement c'est plus compliqué. Super. Et du coup, toi, d'expérience, quand tu rencontres des entreprises, qu'est-ce qui bloque le plus souvent ? Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que c'est le Direction. budget ? Oui, est-ce que c'est tout simplement la direction ? Est-ce que ça vient est-ce que ça vient des salariés ? Est-ce que ça vient de la direction ? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que ça va pas aussi vite qu'on voudrait ? Après, ça dépend toujours de quel point de vue on se base sur ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Je sais pas sur quoi on se base, sur c'est quoi c'est C'est ce Mais qu'on c'est entend souvent. C'est ce qu'on entend souvent parce que je pense que c'est vrai qu'il y a pas toujours une démarche volontaire des entreprises parce que parfois ça reste pas les sujets principaux des entreprises. Elles se sentent moins concernées. Je pense qu'il y a eu des discours aussi médiatiques qui ont fait que voilà, on considérait que la France n'était pas un des pays les plus émetteurs, les plus pollueurs. Parce que en fait, il était facile de juste regarder de ce côté-là de la frontière et d'oublier un peu que la moitié des choses que l'on consomme et qu'on fabrique viennent en fait en dehors de ces frontières. Donc je pense que le fait en fait d'avoir commencé à prendre conscience, et je pense surtout sur les coûts, l'augmentation en fait des matières, la rareté aussi des matières qui commencent à arriver. Du coup, ça touche le cœur de l'entreprise, quoi. Vraiment, ses produits, sa matière, son économie, et c'est directement lié en fait à toutes ces problématiques environnementales et le réchauffement climatique aussi, comment ça impacte avec des dérèglements et avec des dérèglements climatiques qui parfois peuvent impacter les pays dans lesquels sont fabriqués les produits auxquels elles font appel. Et du coup, elles ont des ruptures dans leur chaîne de production. Et donc, tout ça, en fait, fait que, indirectement, ça commence à venir dans les entreprises. Peut-être pas par le chemin directement de leur conscience environnementale, même si moi je commence à voir, et parce que je pense que le sujet prend de plus en plus de place dans les médias, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler sur ces sujets-là, et je pense que c'est aussi pour ça que nous on est là aujourd'hui, Mickaël, mais pour mettre en avant ces sujets, et je pense que on voit aussi une augmentation du stress, de l'angoisse autour de ces sujets-là, qui touchent aussi beaucoup les jeunes. Et on a beaucoup de gens qui sont dans ces entreprises qui sont des parents, des pères de famille. Et c'est aussi par là que ça arrive. Je pense qu'il y a des gens au sein des entreprises qui commencent beaucoup à se renseigner et qui font des choses au niveau de leur département, qui commencent aussi à remonter en fait, au niveau de la direction. Et moi, j'ai d'autres amis qui sont vraiment plus dans le coaching et dans la sensibilisation auprès des COMEX. Et on sent en fait que dès qu'on commence à être plus dans le sensible avec du coup voilà, les impacts qu'on a à travers les changements climatiques, comment ça touche l'humain, comment ça touche l'environnement, et ben en fait finalement ça commence à se diffuser dans les entreprises, parce qu'au niveau personnel ça se diffuse, et en fait finalement les entreprises c'est que des gens, hein, donc en fait on est humain, et dès qu'on commence à voir aussi notre environnement se dégrader, au final, ça commence à nous toucher, puis on se demande qu'est-ce que je peux faire, quoi. Donc toi, tu dirais que ça avance, parce qu'on parlait justement, ça avance assez vite par rapport à quoi ? Donc finalement, ça avance. Oui, ça avance. Ça avance, mais c'est pas forcément pour des raisons de conscience écologique. Ça avance parce que y a des contraintes liées au coût de l'énergie, au coût de la matière première, qui est lié aux réglementations. C'est plus de cet ordre-là. Et après, au niveau des salariés, par contre, là, on a ce que tu dis, peut-être
on va dire le mot éco-anxiété, hein, mais en tout cas une prise de conscience qu'il y a climatiquement des choses qui bougent et qui peuvent être dommageables pour tout le monde. Ouais, je pense parce que au final, une transformation de l'entreprise, c'est aussi les employés qui le font. Donc, on va dire, le groupe en elle-même, le système entreprise se mette en marche parce qu'il y a des obligations au niveau de la loi, parce que du coup, il y a des ruptures de matière et que dans ces cas-là, il commence à y avoir une réflexion et que à travers ces sujets d'éco-conception, de management de déchets, on commence à avoir soit des gains, soit des produits qui ont moins d'impact. S'il faut que ça en vienne par d'autres biais, c'est pas très grave. Mais je pense qu'en tout cas, les employés, dès qu'il y a un problème, ils vont essayer d'aller chercher une solution où, du coup, il y aura une notion environnementale qui sera incluse. Il faut peut-être attendre parfois un peu le problème, mais par contre, dans la solution qui va être amenée, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on sent qu'il y a du coup cette notion d'impact social et environnemental qui est pris en compte du coup, dans les solutions qui sont amenées à l'entreprise. C'est quoi ton conseil pour aujourd'hui une entreprise, un comité de direction qui est encore un peu hésitant, qui se dit est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'y vais, qu'est-ce qu'on leur raconte? Du coup, j'en reviens vraiment au très basique et puis moi je le vois dans mes autres activités au quotidien. Il faut chercher des pairs, il faut chercher d'autres entreprises qui sont dans les mêmes situations dans l'entreprise dans laquelle on est, échanger et surtout coopérer sur les actions qu'on peut mettre en place sur ces sujets-là. Parce que même sur des notions de transport, c'est-à-dire parfois c'est juste des entreprises qui sont dans le même périmètre et en fait finalement on peut optimiser le transport là-dessus sans qu'il y ait de moindre coût de transformation énorme à faire autour de son entreprise. Et puis parfois juste parler avec des pairs, parler avec des gens qui du coup ont des entreprises comme la nôtre, ou en tout cas qui sont peut-être dirigeants, ou même, on va dire, des responsables RSE, ou même parfois, il y a maintenant, avec la responsabilité sociétale, il y a beaucoup de gens des ressources humaines qui sont aussi beaucoup engagés sur ces sujets-là. Parler, créer des groupes de travail avec des partenaires, des parties prenantes, travailler avec ses fournisseurs, comprendre aussi les problématiques. Parfois, c'est juste mettre autour de la table, amener ces sujets-là et voir en fait comment ça résonne, parce que parfois, en fait, on va se rendre compte que notre voisin à côté a exactement les mêmes problématiques et que finalement, en mettant des choses au commun, ça reviendra à moindre coût. Et en plus de ça, on arrivera à optimiser ce qu'on fait au niveau de la boîte et on arrivera à réduire son impact. Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui font un peu déjà ce travail-là de mettre en réseau les entreprises qui ont un peu le même objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé à l'échelle de l'État ou des collectivités? Alors, au niveau de l'État et des collectivités, alors moi, je connais pas assez ce milieu-là pour dire et tout. Après, je sais que typiquement, l'ADEME ou BPI, ils font des webinaires, des conférences. Il y a des choses qui sont beaucoup plus professionnelles maintenant. Moi, je sais que je suis avec l'association ABC, c'est pareil, ils proposent des petits déjeuners, ils proposent des webinaires sur les sujets, ils invitent tous les collaborateurs. Les collaborateurs peuvent aussi inviter des entreprises avec lesquelles ils travaillent pour aussi se mettre un petit peu au courant des sujets qui sont mis en avant à travers ces webinaires, ces petits déjeuners. Et après, moi, je fais partie de la Convention des entreprises pour le climat qui, regroupe en fait un certain nombre de dirigeants. Donc, la première CEC, c'était 150 dirigeants qui ont été amenés à travailler sur leur feuille de route en travaillant sur différentes sessions, avoir accès à des intervenants assez pointus, des experts sur des sujets de la transition écologique qui leur ont permis de construire leur feuille de route et avoir une vision à assez long terme. On essaie de viser les 2040 pour mettre en place vraiment une transition écologique qui pousse vers le régénératif. Donc là, on est vraiment très poussé. Mais l'objectif est vraiment d'amorcer un sursaut et puis de vraiment prendre la réalité en fait, de tous ces sujets, de comment on est impacté.
Et puis, en fait, l'idée était vraiment de mettre des dirigeants ensemble et puis qui se rendent compte vraiment de la réalité en fait de leur pairs et que tout le monde en fait face à ces sujets-là est un peu perdu, ne sait pas par quel bout le prendre et en fait on les accompagne à échanger, on leur donne les outils pour amorcer cette transition. On est vraiment sur le même principe que la Convention des citoyens, c'est-à-dire on donne des outils et on sait que grâce à ces outils-là, ils vont pouvoir amorcer en fait le changement et faire des propositions. Après, je sais qu'il y en a d'autres. Il y a l'APM, il y a plein de choses aujourd'hui qui se mettent en mouvement parce que la mise en commun, on voit naître énormément de choses en open source. Aujourd'hui, c'est vraiment, et quand je parlais de Bicorp, pour moi, ça fait partie de ces outils. Aujourd'hui, n'importe quel dirigeant peut aller sur la plateforme Bicorp et puis commencer en fait à répondre à des questions et essayer de toucher du bout du doigt en fait qu'est-ce que c'est ces sujets-là. Et à travers ça, après, voir tous les outils qui sont à disposition. Et il y a différents outils, mais je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont plus ou moins adaptés en fait à des domaines d'entreprise. Et que aujourd'hui, l'ADEME fait partie de ces entreprises et ils ont un site qui est très bien fait, qui permet en fait parfois d'orienter en fait sur les outils les plus adaptés. On a différents types de bilan carbone qui sont plus ou moins adaptés à différents domaines, que ce soit l'entreprise, l'événementiel, l'agriculture. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place et qui deviennent de plus en plus spécifiques et de plus en plus adaptées aux entreprises. D'accord, donc c'est pour les entrepreneurs qui vraiment ne connaissent rien et qui ont envie de s'acculturer et qui ont envie de commencer cette fameuse feuille de route climat. Tout à fait. Super. Et du coup, si, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a un peu la tête dans le guidon, on a envie, mais on n'a pas le temps, donc l'idéal, c'est de se faire accompagner par un professionnel comme toi, qui va justement aussi le guider à travers ces outils-là, ces services-là. Comment c'est... Bah oui, puisque l'idée, quand on fait de l'accompagnement aux entreprises, c'est d'essayer de leur faire gagner du temps sur la recherche, de leur mettre en avant les bonnes solutions qui sont adaptées à leurs activités. L'idée, c'est de toujours être dans l'optimisation. Moi, j'ai toujours été surprise. Optimisation est un mot qu'on entend beaucoup en entreprise. Et pourtant, après, quand on va commencer à retravailler sur les chaînes de valeur, finalement, l'optimisation est pas là. En fait, on a tellement cette volonté d'aller toujours chercher de l'innovation et d'aller dans une sorte de recherche d'augmentation de profit que en fait, on n'est pas forcément dans l'optimisation réelle de sa chaîne de valeur et des produits qu'on utilise. Et qu'en fait, au final, on gagne du temps à retravailler sur ce qu'on sait déjà que d'aller chercher de la nouveauté ailleurs. Et en fait, on essaie de jouer sur ces deux tableaux, quoi. Et vraiment... Il n'y a pas de magie. Hein. On n'a pas là le fait qu'il y ait la transition écologique ne transforme pas encore l'économie du jour au lendemain. Hein. Donc le temps c'est de l'argent. Faut être honnête aussi avec le système dans lequel on évolue. On n'est pas, on dit pas qu'une société va être la société qui va transformer le monde. Mais en tout cas, petit à petit, si tout le monde se transforme, il va commencer à y avoir une bascule. Hein, et on parle toujours de ces fameux 10% qui permettent de faire la bascule et puis qui entraînent les autres. C'est quoi le risque finalement pour une entreprise aujourd'hui de ne pas commencer une réflexion, un bilan carbone c'est quoi le risque ? Le risque mais c'est un risque qui est vraiment global pour tout type de transformation. C'est-à-dire que les lois arrivent et définissent des calendriers. Et comme il y a une sorte d'accélération, en fait, les calendriers sont de plus en plus serrés. Donc, si on attend en fait d'être aux portes de l'obligation, le temps de mettre tout ça en place, on sera déjà un peu en dehors des clous. Donc aujourd'hui, alors après, bien sûr, ça dépend des entreprises. Pour des grosses entreprises, on dit toujours que les amendes ne sont pas assez hautes et tout. Mais pour certaines entreprises, ça commence à représenter quand même un coût de ne pas répondre en fait à la loi. Et toujours, on en revient pareil. On a des inspecteurs qui viennent, on doit répondre à des courriers parce qu'on n'est pas dans les clous et tout. Ben, tout ça derrière, en fait, ça représente aussi en fait des coûts administratifs pour l'entreprise. Donc au plus tôt, en fait, on s'y met. Et moins, en fait, on aura de problématiques par la suite avec les administrations
nationale. Et en plus de ça, alors c'est vrai que moi c'est une perspective où je travaille beaucoup plus avec des petites entreprises, mais c'est aussi des demandes de clients. Donc c'est des parts de marché à gagner dans le futur. Donc ça représente aussi une économie. J'ai vu effectivement récemment que dans les AO, les appels d'offres, de plus en plus, donc les entreprises demandaient de la transparence sur la feuille de route ou la stratégie climat des entreprises prestataires. Tout à fait. Et d'ailleurs, la preuve en est, qui est assez, qui est le reflet un peu de tous ces sujets. Donc, EcoVadis, c'est une entreprise qui permet en fait de faire une évaluation de ses fournisseurs. Et c'est une entreprise, et même, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y passer, mais ils étaient aussi présents sur ProDurable. Ça fait partie des boîtes qui sont vraiment en croissance très rapide, parce que du coup, on va dire, les grosses boîtes, celles qui sont plutôt du côté client, aujourd'hui demandent à leurs fournisseurs en fait, d'être intégrés dans ces plateformes. Et ce sont des plateformes typiquement qui en fait, permettent de répondre à un certain nombre de questionnaires, d'appartenir à certains standards sur des sujets qui font partie du coup des rapports développement durable et qui sont du coup intégrés à cette future CSRD qui va arriver sur des sujets pas que environnementaux mais sociaux, sur les droits de l'homme. Vraiment, on retrouve toutes les thématiques qu'il y a pour les gens qui connaissent du coup le standard ISO 26000 qui est vraiment le déploiement en fait d'une démarche développement durable. On retrouve tous les domaines d'action dans ces sujets et qui permettent du coup aux grosses entreprises de rapidement aller vers des fournisseurs qui sont adaptés. Elles ont plus à se poser la question avec des appels d'offres et plusieurs questionnaires, puisque maintenant elles ont du coup un fournisseur qui leur permet de faire ça à leur place. Donc il faut se lancer dès à présent. Tout à fait. Je pense que c'est un sujet en tout cas clé pour les prochaines années. Et est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager sur une mission que tu as réalisée récemment, sur le bilan carbone ou un accompagnement global ? Du coup, j'ai accompagné il n'y a pas si longtemps que ça du coup, une entreprise qui avait besoin, en fait, qui avait déjà un centre de tri, mais qui voulait se transformer en éco-tri et qui voulait avoir une réflexion sur son éco-tri autour de l'économie circulaire. Donc en fait, on a essayé de repenser le projet. Ils avaient déjà le lieu. Donc en fait, on a essayé de repenser le projet autour de l'économie circulaire. Donc on a retravaillé la chaîne de valeur de ce que voulait dire un éco-tri, donc à travers des visites d'éco-tri qui existaient déjà là en France, de reprendre les bonnes pratiques qui étaient déjà là et essayer d'en insérer un petit peu des nouvelles autour de la conception du projet en lui-même, mais aussi de qu'est-ce que ça allait être d'amener des déchets à ce niveau-là, de comment on allait les retraiter, de quels partenaires avec qui on allait travailler, qui étaient à proximité du lieu. Donc on a fait des cartographies aussi de toutes les parties prenantes qui pouvaient être à proximité. On a travaillé sur comment il allait être construit pour être optimisé, les matières qu'on allait utiliser, quitte à peut-être même travailler sur ces premiers déchets qu'on allait faire rentrer et pourquoi pas ce serait aussi des déchets qui pourraient être aussi dans la fabrication, de l'éco-tri en lui-même. On a amené plein de sujets comme ça. On a amené aussi des sujets au niveau sociaux, comment faire de la réinsertion, comment on allait peut-être pouvoir ouvrir une partie aux particuliers et qu'on pourrait avoir sur du plus long terme un lieu de troc et d'échange en fait de produits directement pour les particuliers et pourquoi pas aussi sur des industriels. Donc on a essayé de faire une recherche vraiment très très ouverte, un peu comme on dit en entonnoir, sur toutes les solutions qui pouvaient exister et comment en fait tout ça pouvait s'imbriquer sur le sujet, aussi bien sur la partie éco-conception du projet, mais aussi du coup sur la vie du projet et comment ça allait s'inscrire sur du long terme. Super. Le mot de la fin, est-ce que tu aurais à me partager du contenu, un livre, un podcast qui pourrait justement aider les entreprises à mieux comprendre et à commencer à agir ? Alors, je suis désolée, ça va être. Je vais faire deux choses. Je vais faire du coup un TED Talk, mais du coup qui est en anglais, mais j'ai eu la chance de revisionner parce que j'accompagne des élèves à l'ESSEC sur toute cette partie d'économie circulaire, qui est du coup Kate Raworth. Du coup, son TED Talk de 2018 qui introduit du coup les limites du coup de la croissance et qui commence à intégrer du coup tous ces sujets de limites planétaires et de la théorie du donut qu'on n'a pas abordé ici, mais de comment on fait pour vivre du coup avec ces limites planétaires et nos besoins aussi humains.
et des problématiques environnementales, qui est vraiment très concis. Je crois que c'est une vingtaine de minutes et vraiment, elle amène de très, très bonnes notions autour de aujourd'hui. On ne pourra pas continuer à vivre avec une croissance éternelle et elle donne quelques clés d'amorçage pour travailler du coup sur ces limites planétaires et en même temps de garder en fait cette notion de nous humains. Aujourd'hui, on est encore là et on vit là. Et donc, comment on fait pour travailler dans ce système-là et après, grâce à la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, j'ai eu la chance du coup de rencontrer Christophe Samples qui a fait une BD qui du coup travaille sur la transformation du modèle économique vers ce régénératif, qui est très bien faite, qui est basée sur un cas concret sur lequel ils ont travaillé, sur une entreprise qui fait du coup de l'éclairage pour les municipalités. Et il y a un vrai travail de vulgarisation qui est très bien fait et de comment on amène les gens autour de la table, des choses qu'on pensait vraiment pas possibles, et comment on repense en fait qu'est-ce que c'est cette consommation en fait de lumière qu'on fait et de la rendre vraiment plus pas je consomme de l'électricité, mais qu'est-ce que c'est la lumière et derrière le côté sécurité, le côté aussi l'impact que ça a sur l'environnement, la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est toutes ces consommations de luminaire et comment en fait finalement en fait la lumière c'est un besoin nécessaire aujourd'hui pour nous et comment on fait pour que ça rentre dans notre écosystème. Hyper intéressant, je partagerai les ressources. Merci Laure d'avoir partagé toutes tes connaissances. Et bien sûr, vous retrouverez sur les posts toutes les informations avec les ressources qu'on a citées. Il y a plein de mots de vocabulaire qui peuvent paraître un peu techniques et sur lesquels je rentrerai, que je pourrais expliquer en tout cas dans des prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner pour rester en contact et bientôt des nouveaux épisodes. Merci Laure. Merci Yael.